Bien, vous avez aimé les deux premiers dossiers, je pense que vous adorerez le troisième. Alors, ce troisième dossier concerne une femme de 25 ans qui, là encore, est admise aux urgences pour une altération de l'état général accompagnée de vomissements, de douleurs abdominales. Alors vous dites, je me suis trompé, ça ressemble beaucoup au premier dossier. Pas tout à fait, comme vous allez voir. En un mois, la patiente a perdu 6 kilos. Elle pèse 54 kilos pour 1,68 m. Elle buvait ces derniers jours près de 5 litres d'eau par jour et urinait très souvent. Tiens. Polydipsie, polyurie. Elle n'a aucun autre antécédent pathologique notable. Elle est réglée sous contraceptifs oraux. Elle ne fume pas. À l'examen, la patiente est fatiguée, elle est un peu confuse, un peu obnubilée. Sa pression artérielle est basse, 90-50. Le pouls un peu accéléré, 100 par minute. Elle est un peu polypnéique, fréquence respiratoire 26 par minute. Elle est fébrile, 37,9 degrés. Bon, normalement, en lisant cet énoncé, vous vous dites le diagnostic est facile, trop facile ce dossier, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. Les extrémités sont froides, la langue sèche, pli cutané, auscultation cardio-pulmonaire sans particularité, pas de signe d'insuffisance cardiaque, l'abdomen est souple, vaguement douloureux à la palpation, les bruits hydroaériques sont perçus, donc il n'y a pas d'occlusion. Et à l'examen neurologique, il n'y a pas de signe de localisation alors que la patiente était un peu confuse et obnubilée. On vous donne les résultats des examens biologiques pratiqués en urgence et vous n'êtes pas surpris de voir qu'on vous donne une glycémie capillaire très élevée, plus de 6 grammes par litre. Le résultat de l'énumération, bon, pas grand-chose, si c'était quand même une hyperleucocytose, 15 000 globules blancs par millimètre cube, à polynucléose, 85%. Le ionogramme, sodium 140, potassium 5,3, chlore 110, bicarbonate 12, tiens. Très bas ça. Urée, 23 millimoles, créatine 150, bon, altération de la fonction rénale. Cholestérol, 2,50 g. Triglycérides, 15 grammes, tiens. Il me semblait que c'était 1,50 g, la normale. Alors, est-ce qu'il y a une faute de frappe? En général, au concours, il y a assez peu de fautes de frappe. Donc, méfiez-vous. Protides, 80 grammes par litre. Dans les urines, glucose 4,3, acétone 4,3. Bon, vous y attendiez, hein, c'est pas une surprise. Leucocytes, nitrite, 0. La radiographie du thorax est normale. Alors, quelles sont les questions qu'on vous pose? Premièrement, quel diagnostic devez-vous évoquer? Chic, ça vous paraît facile. Deuxièmement, quelles sont les causes possibles des troubles digestifs? Troisièmement, quels examens essentiels manquent-ils dans l'observation? Qu'en attendez-vous? Quatrième question, analyser les troubles de l'hydratation, manifestations cliniques et mécanismes, manifestations cliniques et biologiques et mécanismes. Cinquième question, quels sont les mécanismes de l'hyperkaliémie? Ouh là là, physiopathologie là. Quel est l'état des réserves en potassium à ce stade? Comment évolue la kaliémie dans les premières heures qui suivent le traitement? Question suivante, comment interprétez-vous le profil lipidique? Quel en est le mécanisme? Que faites-vous en urgence? Alors vous êtes en train de vous dire que dans mon dossier, si chaque question comprend 3 questions, ça va être long. Quels sont les principes du traitement à J1 sans la surveillance? Enfin, dernière question, quels sont les éléments de la surveillance? Alors, première question, bon, elle ne paye pas beaucoup, et elle ne vous surprend pas, c'est quel diagnostic devez-vous évoquer? Cétoacidose diabétique, vous l'aviez tous trouvé, une acidocétose, cétoacidose diabétique, donc une décompensation acidocétosique d'un diabète, mais je crois qu'il était important de marquer, de préciser
que finalement cette patiente n'était pas connue comme diabétique et que donc cette complication était inaugurale d'un diabète de type 1. Je pense que ceci sera dans la grille de correction. C'est à l'évidence un diabète de type 1, sujet jeune, ayant les syndromes cardinaux classiques du diabète de type 1. Aucun argument pour un diabète de type 2 à l'évidence dans ce dossier. Mais ces deux mots-clés étaient attendus et ne mettre qu'un risquait de vous faire perdre beaucoup de points. Donc essayez d'être précis dans votre réponse. Deuxième question, quels sont les mécanismes possibles, les causes possibles des troubles digestifs? Alors on me dit, tiens, c'est quoi cette question? C'est un peu bizarre. On me demande d'où viennent les troubles digestifs, c'est classique dans l'acidocétose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois mettre? Bien, je pense qu'il faut être précis là encore et rechercher dans l'énoncé tout ce qui peut vous orienter vers les troubles digestifs. Alors, dans une cétoacidose, les vomissements sont très fréquents. Quand vous vomissez, vous rejetez des ions H+. C'est un mécanisme de défense contre toutes les acidoses métaboliques. Donc là, vous allez vous expliquer déjà pourquoi les vomissements. 2 points. Les douleurs abdominales, c'est aussi un signe clinique très fréquent dans toutes les causes d'acidocétose ou d'acidose. Ça perturbe beaucoup le fonctionnement digestif et les douleurs abdominales sont dues à l'acidocétose. Et puis il y a d'autres choses qui sont quand même moins évidentes, mais vous auriez dû réagir. Quand vous voyez hypertriglycéridémie à 15 grammes, vous devez tout de suite avoir une réaction qui est de dire triglycérides supérieurs à 10 grammes égale risque de pancréatite aiguë. Donc vous devez vous méfier devant un tel tableau d'une pancréatite induite par l'hypertriglycéridémie. Et j'ai mis 2 points pour ce mot de pancréatite. Enfin, devant tout dossier d'acidocétose, l'une des priorités que vous devez avoir, c'est quel est le mécanisme déclenchant, quel est le facteur déclenchant de cette décompensation. Il va falloir penser à une pathologie intercurrente, abdominale, une infection, une douleur, tout ce que vous voulez, qui va déclencher l'acidocétose. Et donc j'ai mis également 2 points pour l'idée de facteur déclenchant lié à une pathologie intercurrente digestive. Voilà, question pas facile. Question numéro 3 maintenant, sur 18 points. Quels examens manquent-ils dans l'observation? Qu'en attendez-vous? Alors vous reprenez l'énoncé, vous le relisez rapidement et vous dites, tiens, qu'est-ce que j'ai pas? Eh bien, qu'est-ce que vous n'avez pas? C'est déjà l'électrocardiogramme. Qu'est-ce que vous n'avez pas non plus et qui est important? C'est les gaz du sang. Vous n'aurez pas un seul dossier d'acidocétose diabétique où il n'y aura pas dans les mots-clés le mot électrocardiogramme et le mot gaz du sang. L'électrocardiogramme est fondamental, il vaut 0 si vous l'oubliez. On vous a dit qu'il y avait des anomalies ioniques. Il faut rechercher des signes d'hyperkaliémie, pas constants, mais il faut les rechercher à l'électrocardiogramme. La recherche d'ondes amples, symétriques, les troubles de conduction qui sont associés à l'hyperkaliémie. Vous devez faire un ECG, mettre les patients sous scope. Les gaz du sang, ça c'est quand même plus logique. Quand on vous parle d'acidocétose métabolique, il est évident que vous avez besoin de connaître la profondeur de l'acidose, savoir l'équilibre, savoir si elle est compensée ou non. Et pour cela, vous avez besoin de faire une gazométrie pour apprécier le pH et les facteurs de compensation respiratoire. Donc, appréciation de la profondeur de l'acidose, est-ce qu'elle est compensée ou non compensée? Ici, bien évidemment, décompensée. Et appréciation des mécanismes de compensation métabolique, non seulement les bicarbonates, mais aussi les gaz du sang. Vous devez également faire un ionogramme urinaire qu'on ne vous donnait pas dans l'énoncé, à la recherche d'une anomalie de la réabsorption, notamment un rapport Na sur K urinaire inférieur à 1, un rapport urée urinaire sur urée plasmatique supérieur à 10, qui traduirait l'insuffisance rénale fonctionnelle. Enfin, j'insiste là-dessus, toute acidocétose, et je l'ai déjà dit à la question précédente, doit faire rechercher un facteur déclenchant, notamment infectieux, et dès que le patient est fébrile, doit faire pratiquer des hémocultures et un ECBU à la recherche d'un foyer infectieux déclenchant l'acidocétose. J'ai mis également un point pour le groupe Rhésus. Bon, c'est discutable, mais je crois que dans un tableau urgent, d'urgence métabolique, il faut qu'il y ait une carte de groupe dans le dossier. Et j'ai mis un point également pour la lipasémie, la mylasémie, car on a évoqué la possibilité d'une pancréatite aiguë chez un malade ayant une hypertriglycéridémie, et donc le bilan métabolique pancréatique est important. Alors, maintenant, c'est une question de néphrologie, qui est une question qu'on retrouve constamment dans tout le dossier acidocétose. On vous demande d'analyser les troubles de l'hydratation de cette patiente, les manifestations cliniques biologiques et les mécanismes.
Donc c'est une question qui est proprement de néphrologie. Alors cette malade, elle a à l'évidence une déshydratation globale. Déshydratation extracellulaire, DEC. Déshydratation intracellulaire, DIC. Alors, ne pas oublier de répondre aux questions. Quelles sont les manifestations cliniques de déshydratation extracellulaire? L'hypotension, la tachycardie, la perte de poids, égale manifestation de déshydratation extracellulaire. Quelles sont maintenant les manifestations biologiques de déshydratation extracellulaire? Eh bien, vous savez que c'est essentiellement l'hémoconcentration et l'insuffisance rénale fonctionnelle. L'hémoconcentration, c'est l'augmentation des protides totaux, ou éventuellement de l'hématocrite, que vous n'aviez pas ici. L'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est le rapport urée plasmatique sur créatinine plasmatique supérieur à 1, ou ce qu'on a dit tout à l'heure, l'hyperabsorption de sodium, et le rapport urée urinaire sur urée plasmatique. Quel est le mécanisme? Le mécanisme de la DEC, je crois qu'il faut ça vraiment l'avoir en tête. Qu'est-ce qui explique une déshydratation extracellulaire? C'est un bilan sodé négatif. Bilan sodé négatif, on perd plus de sel qu'on ne perd d'eau. Et en l'occurrence ici, le mécanisme de la perte de sel, eh bien, c'est la perte de sodium qui accompagne la polyurie. La polyurie qui est dans le diabète acidocétosique est liée à la glycosurie massive. Vous perdez massivement des ions par les voies urinaires, mais vous avez aussi d'autres pertes de sodium, plus modestes, mais qui sont à prendre en considération. Les pertes ioniques dues au vomissement, les pertes sudorales, voire la polypnée, toute cause de perte d'ions dans l'acidocétose diabétique. Donc le mécanisme de la DEC, c'est le bilan sodé négatif. Voilà pour la DEC. Maintenant, qu'en est-il de la DIC, déshydratation intracellulaire? Les arguments cliniques, mais il faut remarquer ici perte de poids. Vous savez que notre corps est constitué massivement d'eau intra- et extracellulaire, mais aussi les manifestations cérébrales centrales, la fièvre, qui peut être due à un facteur déclenchant, mais en cas de DIC importante, on a une souffrance cérébrale qui peut induire une fièvre, et les troubles de la conscience, l'obnubilation. Voilà les manifestations cliniques qui me semblent à retenir de DIC ici. Manifestation biologique, c'est l'hyperosmolarité plasmatique, et vous voyez que c'est aussi le mécanisme principal de la DIC. On trouve ce facteur clé, l'hyperosmolarité plasmatique, qui appelle de l'eau du secteur intracellulaire au secteur extracellulaire, au plasma en l'occurrence, et c'est ce qui explique la déshydratation intracellulaire. Alors pourquoi hyperosmolarité plasmatique et quelles sont les manifestations biologiques qu'il évoque? C'est surtout l'hyperglycémie. L'hyperglycémie qui, là, intervient dans l'osmolarité plasmatique dans la mesure où il n'y a pas d'insuline pour faire pénétrer le glucose dans les cellules. Donc le glucose n'intervient pas quand vous avez de l'insuline, par contre il intervient bien sûr quand vous avez un manque d'insuline parce qu'il exerce un pouvoir osmotique. Et puis, il y a aussi les pertes d'eau supérieures à la perte de sel, car on perd beaucoup de liquide, comme on l'a dit tout à l'heure, qui entraîne une perte de sel, mais ce sont des liquides hypotoniques, liquide urinaire, perte sudorale, perte respiratoire, et donc vous perdez davantage d'eau que de sel, donc vous augmentez l'osmolarité plasmatique. Donc cette question de néphrologie, vous la retrouvez dans tout dossier d'acidocétose. Identique pour la question suivante, on vous demande quels sont les mécanismes de l'hyperkaliémie, avec d'autres questions, quel est l'état des réserves en potassium, comment évolue la kaliémie dans les heures qui suivent le traitement, tout ça pour vous dire que l'acidocétose, c'est une question où le mot potassium est fondamental. Alors, quels sont les mécanismes de l'hyperkaliémie? Eh bien, le mécanisme essentiel de l'hyperkaliémie ici, c'est une hyperkaliémie de transfert. Pourquoi de transfert? Eh bien, parce que vous avez des échanges K+, H+. Quand vous avez trop d'H+, dans le plasma, l'H+ va diffuser vers les cellules, où il va être tamponné, et va s'échanger contre du K+. Donc vous avez une hyperkaliémie de transfert, simplement
Parce qu'il va y avoir des échanges à tous les niveaux cellulaires entre les ions H+, et les ions K+. Par contre, s'il y a trop de potassium, dans le sang, l'état des réserves plasmatiques, l'état des réserves cellulaires, l'état des réserves de l'organisme en potassium est très bas. Vous avez au contraire une déplétion potassique qui est très profonde. Pourquoi? Parce que vous éliminez du potassium par toutes les voies, et notamment par les voies urinaires, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc le stock potassique est très bas, alors même que la kaliémie plasmatique est élevée. Enfin, quand vous allez traiter cette patiente, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez faire rentrer rapidement dans les cellules le glucose, qui est en excès dans le sang, qui va être accompagné de potassium. Vous allez corriger l'acidocétose, comme on l'a vu, donc vous allez faire diminuer le H+, diminuer les réactions de transfert. Donc qu'est-ce qui va se passer avec ce potassium? Eh bien, très vite, la kaliémie va baisser dans le plasma, et vous allez mettre en évidence une forte déplétion potassique, avec un risque important d'hypokalémie et de ses complications cardiovasculaires. Donc méfiez-vous, au début, dans l'acidocétose, vous allez avoir une hyperkaliémie plasmatique, mais le stock potassique est très bas, et quand vous allez corriger votre acidocétose, le potassium va très vite baisser, et le problème majeur que va poser l'acidocétose diabétique, c'est les risques de complications cardiovasculaires induites par l'hypokalémie. Il va donc falloir prévenir et compenser. Sixième question. Comment interprétez-vous le bilan lipidique et quel en est le mécanisme? Que faites-vous en urgence? Bon, là, c'est une question facile d'endocrinologie. Vous aviez une hypertriglycéridémie majeure, 15 grammes de triglycérides. La normale, c'est plutôt autour de 1 gramme, 1 gramme 20. Donc, à quoi est due cette hypertriglycéridémie? Cette hypertriglycéridémie, elle accompagne à l'évidence l'hyperglycémie d'une part, mais elle accompagne aussi le déficit de fonctionnement de la lipoprotéine lipase qui dépend de l'insuline. Et quand cette lipoprotéine lipase ne fonctionne pas, vous avez une baisse du catabolisme des chylomicrons et des VLDL qui augmente l'hypertriglycéridémie. Donc très important à cette hypertriglycéridémie, on peut dire que c'est un type 1 ou un type 5 de Frederickson, suivant l'importance des apports endogènes et des apports exogènes. Vous avez un double mécanisme, l'hyperglycémie d'une part, le déficit de la lipoprotéine lipase d'autre part, et ça fait augmenter de façon très importante l'hypertriglycéridémie, avec parfois des taux, comme on l'a vu ici, qui peuvent conduire à des complications. Par contre, le traitement est assez simple, puisque en corrigeant l'hyperglycémie par l'insuline, en apportant de l'insuline qui va faire fonctionner, qui va activer la lipoprotéine lipase, très vite l'hypertriglycéridémie va baisser. Et bien entendu, ça serait une erreur de donner ici des médicaments hypolipémiants, alors que le traitement étiologique va permettre d'équilibrer votre patient. Que faites-vous en urgence? Dans ce cas-là, on l'a dit précédemment, il faudrait bien évidemment se méfier d'une complication induite par une hypertriglycéridémie aussi importante, c'est-à-dire d'une pancréatite. Alors, quels sont les principes du traitement à J1? Et on ne vous demande pas ici la surveillance qui figure à la question suivante. Alors, pareil, il y a des mots-clés. À J1, hospitalisation, mais pas n'importe où, en unité de soins intensifs, en réanimation spécialisée. Il faut avoir l'habitude de traiter une acidocétose diabétique pour bien la traiter. Il faut envoyer ces patients dans un service spécialisé. Deuxième mot-clé, on l'avait vu tout à l'heure pour l'insuffisance surrénale aiguë, c'est le mot remplissage et ce mot rééquilibration hydroélectrolytique. Ce sont des mots-clés que vous retrouverez souvent dans ce type de questions. Elle s'effectue par voie intraveineuse. On rappelle que cette patiente avait une déshydratation majeure, extra- et intracellulaire. Donc le mot remplissage est important. Vous allez corriger pendant les 24 premières heures ce déficit en apportant au moins la moitié, donc le premier jour. On perd en gros 10% du poids du corps. 10% du poids du corps, c'est 6 kg, soit 6 litres. Eh bien, vous allez avoir au moins 6 litres à apporter dans les 24 premières heures. Alors, un schéma classique, on ne vous demandera pas. Moi, je garde toujours ce schéma. 1 litre en 1 heure, premier litre. 1 litre en 2 heures pour le deuxième litre. 1 litre en 3 heures, troisième litre. Puis 1 litre toutes les 6 heures. Ce qui équivaut à donner 6 litres par jour avec un moyen mémotechnique qui est assez simple. Qu'est-ce que vous allez perfuser? Comment vous allez réhydrater? Eh bien, vous allez réhydrater par du sérum physiologique.
Et là encore, méfiez-vous, il ne faut pas donner du potassium au départ quand la kaliémie est élevée, et vous allez surveiller le scope. Vous allez très vite corriger cette hypercalémie et vous savez que le stock potassique est bas. Donc au départ, vous donnez du sérum physiologique, mais dès que la glycémie baisse, dès qu'elle est inférieure à 2 grammes par litre, c'est-à-dire 11 millimoles, votre patient est sous insuline, il va falloir lui apporter du glucosé pour ne pas risquer l'hypoglycémie insulinique. Donc lui apporter du glucosé avec du NaCl, mais aussi du potassium, dès lors que la kaliémie est dans la normale, et sous surveillance du ionogramme régulier et du scope. Donc très important, les mots remplissage, rééquilibration électrolytique, très important le mot potassium, adapté au ionogramme et au scope. Le traitement de l'acidocétose diabétique repose bien sûr sur l'insuline, mais je me permets d'insister sur un mot fondamental, qui est le mot ordinaire, ou rapide. C'est le traitement par insuline. Si vous mettez insulinothérapie, vous oubliez une partie de la réponse. J'insiste que c'est un traitement insulinique actif de façon rapide, et donc c'est l'insuline ordinaire, par voie intraveineuse au départ, à raison de 10 unités, c'est-à-dire 10 ml par heure, jusqu'à ce que disparaisse l'acétonurie. Ensuite, vous allez passer à l'insuline par voie sous-cutanée, toujours l'insuline rapide, à raison de 10 unités toutes les 3 heures. Et vous allez surveiller, bien sûr, la glycémie capillaire horaire. Alors, ça, c'est la base du traitement de l'acidocétose diabétique. Il y a les mesures associées, dont ne pas oublier le traitement du facteur déclenchant, qui est parfois une infection urinaire, une infection respiratoire, mais aussi prévenir les complications de décubitus chez une malade qui est déshydratée ou qui a des facteurs de risque de phlébothrombose. Petite erreur ici, j'ai mis HBPM, héparine de bas poids moléculaire, oui, mais méfiez-vous, après vérification de la fonction rénale, car l'insuffisance rénale est une contre-indication à l'utilisation des HBPM. Donc voilà les mesures générales de l'acidocétose diabétique, et j'insiste ne pas oublier à chaque fois le traitement du facteur déclenchant. Question 8. Quels sont les éléments de la surveillance? Eh bien, la surveillance, elle est d'abord clinique. Ne pas oublier de se réciter les constantes. Et là, vous retrouvez pratiquement toutes les constantes. La température, c'est important. Pour la déshydratation, le facteur déclenchant.